Oui, il y a un petit cœur qui bat sous cette cuirasse russe. Vladimir Poutine n'est pas insensible à la douleur de son peuple après l'attentat terroriste de Moscou la semaine dernière. Le président russe est assez critiqué, c'est vrai, pour son manque de compassion. Il est même très affecté par cette tragédie et si vous avez du mal à le croire, eh bien c'est son porte-parole qui l'affirme. Et croyez-moi, si vous ne voyez pas de larmes sur son visage, cela ne veut pas dire qu'il ne souffre pas. Et ce qu'il vit, je pense que personne d'autre ne le ressentira ou ne le comprendra jamais, y compris vous et moi. Quand même, faire passer Vladimir Poutine pour un sensible, Claude Blanche-Maison, c'est assez osé. C'est le lyrisme habituel de Peskov, ça, il nous a habitués à ça. Ça fait son succès d'ailleurs vis-à-vis des journalistes, même étrangers, à qui souvent il se confiait autrefois, peut-être moins maintenant. Je crois qu'il y a juste une phrase pour caractériser la réaction de Poutine à l'attentat épouvantable commis par l'État islamique vendredi dernier. C'est il a mis 19 heures pour réagir. Il a mis 19 heures pour émettre un son vis-à-vis de l'opinion publique russe et vis-à-vis des victimes russes. 19 heures, c'est un peu long quand même. L'attentat du Bataclan, le président de la République française s'est rendu tout de suite dans la nuit sur place. Dans les autres pays, ça serait probablement la même chose. Il n'est jamais allé sur place, Poutine, parce qu'il ne va pas sur place, ça n'intéresse pas. Et pour dire quelque chose à la télévision depuis son bunker, il a mis, déguisé en bureau, il a mis 19 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement, il y a eu une discussion difficile avec Patrouchev et avec le chef du FSB, qui probablement ne voulait pas aller tout de suite dans sa direction, c'est-à-dire c'est exclusivement la responsabilité de l'Ukraine. Je ne veux pas entendre parler de l'État islamique parce que ça perturbe mon discours habituel et la désignation de l'ennemi unique qui est l'Ukraine. L'Ukraine appuyée par, naturellement, l'Occident global, et notamment les Américains. Et probablement que Patrouchev et Bortnikov considéraient que c'était dangereux d'aller dans cette direction, parce que ça serait démenti par les faits. Et en effet, ça a été démenti par les faits. Aussi bien la revendication de l'État islamique que par tout ce que disait, pour donner plus de pertinence encore à la désignation, les renseignements américains, les renseignements britanniques, etc. Et puis enfin, le mode opératoire, tout simplement. Et le compromis a été, car il y a eu un compromis, eh bien, en effet, on admet que ce sont des islamistes qui ont commis l'attentat, qui ont commis les faits, mais le commanditaire est nécessairement ukrainien. Évidemment. On a été rejoint en plateau par Michel Derzanski. Bonjour à vous. Vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales. Effectivement, on le disait, Claude Blanche-Maison le mentionnait à l'instant, Vladimir Poutine, il a mis 19 heures à réagir et il a mis plusieurs jours avant même d'aller se recueillir ou d'aller faire ne serait-ce qu'une allusion à ce qui s'était passé à Moscou. Et c'est pareil pour les officiels du pays de manière générale. Est-ce qu'on a manqué, de tact vis-à-vis de cela ? Pour des raisons, encore une fois, j'allais presque dire géopolitiques, en voulant directement incriminer l'Ukraine et ne pas reconnaître surtout la douleur du peuple avant toute chose. Alors, je crois que tout a été dit sur la question, je dirais, de l'incapacité de Vladimir Poutine à avoir de l'empathie, ça c'est une chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, je crois que la difficulté qu'a aujourd'hui le Kremlin, c'est qu'il réalise qu'il est face à 3 fronts, 2 fronts intérieurs, un front extérieur. Front intérieur, l'EI, plus aujourd'hui les quelques groupes qui se revendiquent de nationalisme russe et qui sont contre aujourd'hui la volonté de Vladimir Poutine de continuer la guerre telle qu'elle est engagée. Et reconnaître 3 fronts, c'est compliqué. Surtout 3 fronts qui vont durer. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était beaucoup plus facile pour lui d'un point de vue à la fois du discours intérieur et du discours vis-à-vis de l'extérieur, de réaffirmer qu'il n'avait qu'un seul objectif, c'était combattre l'Occident, que face à lui, il avait un Occident meurtrier et assassin, d'où la manipulation qui avait été faite avec ces Tadjiks, et qu'il n'allait pas en sortir. Voilà, parce que en sortir, ça veut dire qu'il reconnaît qu'aujourd'hui, il y a une faille stratégique. Pour lui, la question, c'est la faille stratégique, c'est pas le reste. Marc Wadad, Peskov, il avait aussi précédemment déclaré que Poutine ne s'était pas rendu sur les lieux de l'attaque parce que, je cite, c'était inapproprié. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il craignait pour sa sécurité? C'était quoi le problème?
Alors déjà, Poutine se rend jamais sur les lieux de quelque chose de dramatique comme cela. Même si, c'est vrai que ces dernières semaines, on l'a vu, enfin ces derniers mois presque, on l'a vu énormément se mettre en avant, mais plutôt sur la question militaire, c'est vrai. Il déambulait aussi pour sa campagne. C'est-à-dire qu'on était en campagne électorale et qu'il avait besoin de montrer qu'il était proche de sa population via des images de propagande. Il faut savoir c'est bon, il est élu, c'est fini. En fait, Vladimir Poutine envoie souvent ceux en dessous de lui. C'est-à-dire que quelques heures après l'attentat, eh bien, c'était le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place. Et c'est le seul, avec le ministre de la situation d'urgence, qui s'est rendu également sur place quelques heures plus tard pour rencontrer les services, tout ça devant les caméras, pour montrer que, en fait, les autorités sont là. Et c'est important de montrer tout de même, du côté russe, que les autorités sont là, parce que on le voit également du côté ukrainien. La première chose en termes de désinformation que font les Russes, par exemple à Kharkiv, c'est de faire croire que le maire de la ville est parti de la ville pour aller du côté ouest, pour justement créer une sorte de panique. Donc essayer de rassurer la population via des personnes en dessous de lui, c'était quelque chose tout de même d'important pour rassurer la population russe et faire également infuser le message de propagande qu'il est en train d'instaurer, c'est-à-dire que les Ukrainiens se cachent derrière ces islamistes, même s'il dit que ça a été fait par le biais d'islamistes radicaux, en disant que eux ne sont que les hommes de main et que les Ukrainiens seraient derrière. Ouais. Et pour faire infuser ce message, cette théorie du complot, eh bien, il faut véritablement des personnes avec un visage d'autorité qui peuvent justement faire parvenir ce message-là à la population également. Aline Lebecq-Reimer. Je pense qu'on attend aussi, je souscris à ce qui a été dit de manière générale, mais on s'attend aussi à ce que ce régime réagisse selon nos critères en prisme. C'est un régime de brutes. C'est un régime de brutes depuis 24 ans. Il faut se rappeler la façon dont étaient traitées les familles des marins du Koursk. Il faut se rappeler comment a été solutionnée la prise d'otages au théâtre de Moscou en 2002, c'est-à-dire qu'ils ont tué tout le monde. Donc, en fait, cette façon de traiter les gens est une signature aussi, si je puis me permettre, de ce régime. Donc, il n'y a aucune chance qu'il témoigne de la sensiblerie, qu'il aille déposer une petite rose dans un contexte pareil à l'endroit des victimes, ou peut-être qu'il le fera plus tard parce qu'il y aura un opportunisme politique ou une stratégie derrière. Mais ça veut dire que c'est Vladimir Poutine et son orchestre sont responsables de tellement de meurtres, de chagrins, mais des crimes de masse, des crimes contre l'humanité. On parle de quelqu'un qui a quand même un mandat d'arrêt de la CPI pour déportation d'enfants. Donc en fait, je pense que des fois, dans la lecture qu'on a de ce système, on l'analyse et on le filtre avec nos critères démocratiques de société, avec une société civile qui fonctionne, avec de la presse qui fonctionne. Je rappelle que c'est un pays où les journalistes sont en prison quand ils osent s'exprimer là où ils ont envie de s'exprimer, qu'il n'y a plus de société civile, je veux dire, c'est une société qui est ravagée. Donc en fait, ce comportement-là, il signe ça. Non, effectivement, ça peut paraître choquant, mais il y a tellement de choses choquantes dans ce système que finalement, on ne tombe pas de notre chaise non plus. Et justement, une autre chose choquante, c'est la manière dont ces personnes qui ont été interpellées ont été traitées. Certains disent torturées. C'est vrai qu'on les a vues directement après leur arrestation, en sang, avec des ecchymoses pour certains. Écoutez ce que répond là aussi le porte-parole du Kremlin qui, en fait, répond sans vraiment répondre. La vidéo de la salle d'audience montre que les suspects ont été traités violemment. Ils ont des ecchymoses, des visages enflés, la tête bandée avec des taches de sang. L'un des suspects est dans une chaise roulante, incapable d'ouvrir les yeux. Des photos et des vidéos ont été publiées plus tôt et laissent entendre que les suspects ont été torturés. Pouvez-vous nous dire ce qui leur est arrivé ? Non, je laisse cette question sans réponse. Bon, voilà, Claude Blanche-Maison, je pense que ça se passe de commentaires, pas de réponse. Ça veut dire, comme on dit, qui ne dit mot consent. Oui, enfin, c'est quand même, ça a des conséquences parce que ils ont tout de suite été désignés comme Tadjiks. Alors les Tadjiks, il y a beaucoup de travailleurs immigrés Tadjiks à Moscou. Oui, on en parlera après d'ailleurs. Justement, et dans le fond, ces travailleurs Tadjiks, qui sont comme les travailleurs immigrés chez nous, sont stigmatisés parfois
comme étant voleur, comme se comportant mal, etc. Et il est clair que tout Tadjik aujourd'hui qui travaille dans le bâtiment ou ailleurs à Moscou doit avoir peur, parce qu'il peut lui arriver malheur, surtout que la population blanche moscovite de souche a toujours été un peu raciste. Moi, à l'époque où j'étais à Moscou, il y avait très régulièrement des ambassadeurs africains qui venaient me dire à moi, protégez-nous. Quand on se balade le soir dans la rue à Moscou, on est menacé.